Bonsoir fidèles téléspectateurs de Tête à Tête, bienvenue dans votre incontournable rendez-vous du samedi soir. Nous sommes toujours sur la période de la rentrée scolaire, nous avons parlé d'éducation, je vais reparler ce soir d'éducation avec un spécialiste de la question, un ingénieur en informatique et un entrepreneur, chef d'entreprise. Avec nous ce soir, M. Abdoukhadre Diallo. Vous êtes le CEO de Volcano et de Bakili. C'est ça. C'est bien ça. Je vous laisse quand même le soin de vous présenter à votre tour. Merci beaucoup pour la présentation, Penda, et l'invitation. Je suis Abdoukhadre Diallo, directeur général du groupe Volcano. Volcano est un groupe sénégalais créé par des Sénégalais basé au Sénégal qui a pour mission de former et d'insérer plus de 1 million de jeunes Africains dans l'horizon 2030, Inch'Allah. Et pour y arriver, on a plusieurs activités. On fait des formations professionnelles en ligne et en présentiel. On développe des services numériques pour les entreprises et les start-up. Et enfin, on a un laboratoire de recherche et d'innovation. On existe depuis 2015 et aujourd'hui, on est plus de 50 personnes qui travaillent dans le groupe. Et 50 personnes, super. Votre parcours en résumé, M. Diallo? Donc moi, il faut savoir que je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. J'ai fait le bac à l'âge de 16 ans. Je l'ai obtenu, bac S1, et je suis parti en France. J'ai étudié d'abord dans une école préparatoire. Puis j'ai pas aimé, je suis allé ensuite à l'université. Et là-bas, on va dire que je me suis découvert. J'ai découvert une certaine passion pour l'informatique. Plus tard, je suis allé à l'école d'ingénieur UTC, au nord de la France. Et là-bas, je suis tombé, on va dire, amoureux de la programmation mobile, où j'ai découvert le développement Android. Et c'est là-bas qu'a démarré mon aventure entrepreneuriale. J'ai fait quelques stages en France, dans quelques entreprises. Et c'est en 2015, lors de de ma dernière mission de travailleur en France, que j'ai décidé de sauter le pas et de rentrer au Sénégal pour construire Volcano. Vous avez déjà en tête l'idée de construire Volcano avant même de rentrer? Le plan initial n'était pas de rentrer tout de suite, comme vous pouvez l'imaginer. Ouais. Quand on envoie son enfant en France du Sénégal en général, on a l'ambition qu'il reste, qu'il gagne de l'expérience et donc de l'argent, qu'il construise des choses avant de rentrer. Mais moi, on va dire que ça s'est accéléré. À la base, je voulais faire du cinéma après mes études. Mais je me suis dit que comme j'ai déjà des compétences en programmation développées surtout par de la passion, autant utiliser cela pour servir mon pays, mon continent et le monde de manière générale. Et à ce moment-là, il sortait souvent l'idée d'accompagner les entrepreneurs à réaliser leurs projets. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'entre eux en France, de la diaspora, ils ont des projets, ils veulent investir, mais ils ne savent pas comment. Parfois, ils investissent, ils se font arnaquer. Parfois, ils investissent, ça ne marche pas, ils ne savent pas pourquoi. Donc, ils ont besoin d'accompagnement. Et c'est de là qu'est partie l'idée de Volcano. Mais à la base, je me suis dit, bon, peut-être 2018, 2019, j'allais y rentrer. Mais ça s'est accéléré parce que je ne me retrouvais plus là-bas dans la vie de salarié. Je me voyais plus comme quelqu'un d'assez libre dans le sens où il a des idées, il veut les implémenter. Et voilà, au départ, c'était pas facile, évidemment. Mais alhamdoulilah, on en est là aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, on vous cite parmi les entrepreneurs, entre guillemets, les plus influents, surtout auprès des jeunes. Qu'est-ce qui vous a valu cette notoriété? Bon, déjà, je pense que l'idée de base n'était pas d'être forcément influent, mais peut-être inspirant. Inspirant. Dans le sens où, à l'époque, en 2015, il y avait souvent un scénario qui tournait. On travaille en France et on se retrouve entre Sénégalais et on se remet à dire « dëkk bi du dam ». C'est une expression pour dire que le pays ne va pas avancer, le pays ne va pas se développer. Et moi, je suis fondamentalement contre cette idéologie. Donc, je me suis dit, il faut qu'on crée un courant inverse, un courant opposé à cela. Je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose de concret pour inspirer les gens. Et de là est partie vraiment l'aventure. Au départ, c'était accompagner les entrepreneurs. Quand je suis rentré, j'ai vu que les jeunes n'avaient pas d'expérience professionnelle, n'avaient pas de formation, n'étaient pas opérationnels. En tout cas, formation professionnelle technique. Je me suis dit, il fallait les accompagner. Là, on a commencé à les accompagner pour faire des stages, puis des formations. Maintenant, on les insère. Et je pense qu'en les accompagnant par l'ordre de milliers, c'est ça peut-être qui nous vaut cette notoriété ou cette influence. Mais je pense que moi, mon objectif final, c'est de les inspirer à être optimistes, courageux et positifs. Alors, tous ces jeunes sortis tout droit des formations classiques, un bac L, G, S, etc. Très souvent, maintenant, on parle de bourrage de crâne, une même voie pour tous, qu'il est temps peut-être d'élargir la formation professionnelle. Quel est votre constat depuis que vous êtes rentré par rapport à ça? Moi, je pense qu'effectivement, il y a... Ce qui nous est proposé. Merci. Merci pour cette question. Je pense qu'il y a effectivement matière à réformer certaines choses. Par exemple, quand on a un certain bac, on nous dit, le système nous dit qu'on ne peut pas faire telle formation. Quand on a un certain bac littéraire, même chose.
Et moi, j'ai vu avec mes propres yeux un cousin qui avait le bac L, qui aujourd'hui est on va dire, un ingénieur informatique qui a des clients internationaux. Et donc, de prime abord, depuis 2015, je me suis dit, moi, ce qui nous intéresse à Volcano, ce n'est pas d'où vous venez, ce n'est pas quel est le bac que vous avez, c'est qu'est-ce que vous savez faire et qu'est-ce que vous voulez faire et quelle est votre motivation. Et en expérimentant, on se rend compte que des gens qui ont le bac L peuvent devenir de très bons ingénieurs en développement, des gens qui ont le bac S peuvent être de très très bons marketeurs, ainsi de suite. Donc, il n'y a plus vraiment pour nous cette barrière de j'ai tel diplôme, je ne peux pas faire telle formation. Après, ce qui est vraiment déterminant, quel que soit le background qu'on a, c'est d'être motivé et déterminé à être un expert dans un domaine ou bien dans un secteur. Et c'est ça qui ferait vraiment la différence. Les startups américaines, souvent qui ont été créées pendant que les entrepreneurs étaient des étudiants. Donc, pour moi, ce n'est pas prédéterminant. Et enfin, on a deux exemples assez célèbres. La Finlande qui, aujourd'hui, a supprimé à peu près toute notion de série et encore de matière dans les écoles. Et c'est l'un des meilleurs systèmes d'éducation au monde. Et la France, sans être dans la comparaison, qui aujourd'hui a plus des formations très généralistes avec quelques options numériques, etc., etc. Donc je pense qu'il est temps d'essayer de repenser ces choses-là. Et si ce n'est pas encore le cas, ben que l'individu autodétermine son futur. Son futur. En tant que coach aujourd'hui, quelle est la réalité sur le terrain par rapport à ce que vous disiez tout de suite? Ouais, donc déjà, chez nous, un coach, c'est quelqu'un qui accompagne une personne à se former, à acquérir des compétences professionnelles et techniques. Maintenant, le plus gros défi que nous avons ou que nous rencontrons chez ces individus-là ou chez jeunes, c'est d'abord la disponibilité. On s'est rendu compte que plus de jeunes passent du temps à travailler, à se former, plus ils deviennent bons. Parfois, quand ils sortent de l'école, la réalité de la vie fait qu'ils n'ont pas forcément le temps d'apprendre ou bien de pratiquer comme ils le souhaitent. Soit parfois, ils vont chercher des opportunités financières pour financer leur formation, soit ils ont d'autres obligations sociales, familiales en dehors de l'école. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est le niveau, on va dire, de langue. Français, anglais. Pour certains, ce n'est pas une grosse barrière et on se rend compte que les meilleurs étudiants qui se forment chez nous sont ceux qui ont le bac arabe. Et ça, c'est quelque chose de très surprenant, mais quand on y repense, c'est logique parce que quand on a le bac arabe, très souvent, ça veut dire qu'on a une certaine maîtrise de la langue arabe, peut-être du Coran, et après, ça donne certains avantages psychologiques, intérieurs, même en termes d'intelligence. Je pense que ça ouvre quand même le cerveau parce qu'on se rend compte, d'après certaines études, que celui qui parle 5 langues et celui qui parle une seule langue, ils n'ont pas la même manière de réfléchir. Voilà, et in fine, peut-être le défi financier, comme je l'ai dit, c'est lié au premier défi, mais parfois les gens veulent venir se former chez nous, mais ils n'ont pas les moyens financiers. Donc là, on cherche actuellement des partenaires financiers qui vont les accompagner, comme ça se fait en France. En France, quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas les moyens, ce sont les banques. C'est un peu aussi le système d'alternance que vous proposez ou pas? Oui, on propose deux systèmes. Formation initiale, où vous vous formez de manière simple. Formation continue, où vous vous formez en travaillant. Et formation en alternance, où vous alternez littéralement formation et stage ou travail. Et là, on cherche vraiment des partenaires qui peuvent soutenir ce type de système, parce qu'à la fin, les résultats sont très encourageants. D'accord. La demande, si on peut l'évaluer aujourd'hui, vous avez à peu près combien on a de l'ordre de milliers de jeunes qui veulent se former chez nous. Malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde, parce qu'il y a des contraintes financières qui nous obligent à ne pas prendre tout le monde. Mais si on avait les bons partenaires, je pense que dans pas longtemps, on serait dans l'ordre de milliers, pour ne pas dire de dizaines de milliers. Et le niveau que vous accueillez très souvent, c'est post-bac, c'est avant? On accueille des gens qui ont le niveau bac, on accueille des gens qui ont le niveau BFM, on accueille aussi des gens qui ont le niveau entrée en 6e, qui ont par exemple abandonné l'école et qui veulent venir se former techniquement dans un domaine pour travailler ou bien pour entreprendre. D'accord. Entrepreneuriat aujourd'hui, si vous deviez résumer, quelles sont les opportunités, quelles sont les perspectives pour les jeunes là, qui ne veulent pas peut-être suivre la voie classique encore une fois, post-bac, études supérieures, ou qui n'ont pas les moyens d'aller à l'étranger, qu'est-ce qu'ils peuvent faire plutôt que d'essayer de... Merci. Fuir, si je peux dire ça. Il faut savoir que nous sommes dans un domaine de formation pour le moment dans le digital, donc le numérique, les nouvelles technologies. Et dans ce domaine-là, les opportunités sont immenses. Vous pouvez être au Sénégal, dans votre quartier, dans votre champ, dans votre maison, et travailler pour quelqu'un qui est en France, ou qui est aux États-Unis, ou bien qui est en Asie. Il suffit de savoir d'abord faire ce travail, et il suffit aussi de savoir trouver cette personne qui a ce besoin, et de pouvoir lui proposer un service de qualité avec un prix très compétitif. Un exemple simple, c'est de faire un logo à $10, à $20 ou à $50, qui sont, il faut le dire, des montants financiers parfois
qui concurrence même le SMIC sénégalais, qui est à hauteur environ de $100 par mois. Donc si vous arrivez à faire un service numérique une fois par mois à $100-200, vous arrivez déjà nettement à avoir un niveau de revenu supérieur au SMIC sénégalais. Donc c'est les logos, faire des vidéos, il y a plein de types de services numériques que vous pouvez faire si vous voulez entreprendre. Et maintenant, si vous voulez vraiment mener le bouchon plus loin, vous pouvez décider de créer une start-up qui à ce moment-là prend un problème très spécifique et essaie de le résoudre de manière très innovante et industrialisable. Ça, par contre, c'est plus compliqué. Parce que la première catégorie, vous êtes plus en position de consultant, freelance junior. La deuxième catégorie, vous êtes carrément un entrepreneur qui gère une boîte, en tout cas potentiellement une boîte. Donc il y a des aspects marketing, finance, business development, etc. à prendre en compte. Et en dehors de votre secteur numérique digital, est-ce que vous avez une vue d'ensemble sur les autres activités possibles? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut voir le digital comme un outil, comme une feuille blanche que vous pouvez utiliser pour faire, entre guillemets, n'importe quoi. Et là, les secteurs qui, je pense, ont énormément de potentiel, c'est l'agriculture, l'élevage, l'aviculture, l'immobilier, mais pas l'immobilier juste en mode location, mais l'immobilier au niveau de la construction en amont. Il y a aussi le transport qui actuellement se développe. Là, j'ai vu récemment un financement de plusieurs milliards de francs CFA pour financer une société de transport au Sénégal. Donc, il y a des opportunités. Il faut juste que les gens puissent les détecter et travailler de manière, je pense, sérieuse, passionnée. Parce que souvent, le défi, c'est de trouver des gens qui savent travailler sérieusement ici. Dès que vous êtes sérieux dans votre domaine et que vous êtes bon, je pense que les opportunités viendront vers vous. Mais il y a énormément de choses à faire, vraiment. Le digital, c'est vraiment un outil. Si vous ne l'appliquez pas à un vrai problème, à une vraie demande, ça va être juste comme une feuille volante qui ne sert pas à grand-chose. Vous dites, quand je dis vous, c'est vous et les autres entrepreneurs disent toujours qu'il y a beaucoup de choses à faire au Sénégal. Paradoxalement, on a des jeunes qui nous disent que non, il n'y a rien à faire, il faut partir. Il n'y a pas de travail, il y a le chômage. Comment essayer de les... C'est une question pas simple. J'ai entendu à la radio récemment... Est-ce qu'il faut faire intervenir les politiques? Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que les entrepreneurs ont peut-être la clé, ou du moins aujourd'hui prouver des résultats, mais paradoxalement, comment faire bien véhiculer cette information au niveau aussi de ces jeunes qui sont parfois désespérés? Oui. Comment dire? Déjà, je n'aimerais pas parler d'une chose que je ne contrôle pas, notamment la politique, le gouvernement. D'un autre côté, je pense que le jeune, d'abord, si on prend son personnage, c'est un musulman, un chrétien, quelqu'un qui croit en quelque chose, doit, je crois, être optimiste. Quel que soit l'environnement où nous sommes, moi j'ai fait l'étranger, là-bas non plus c'est pas facile, il faut se battre. Je crois que quel que soit l'endroit où nous sommes, il faut décider et accepter de se battre. Ce matin, j'ai acheté chez quelqu'un un café Touba à 100 francs CFA. Et en rentrant au bureau, je me demandais, mais comment il fait pour gagner de l'argent? Et je me suis dit, la première valeur que cette personne doit incarner, c'est de la patience. Parce qu'au départ, il avait une petite table. Maintenant, il a une table en fer qui est plus jolie. Donc ça veut dire qu'on se rend compte qu'il évolue. Et on se rend compte que beaucoup de gens démarrent par du commerce en tant que marchand ambulant, puis ensuite ils ont une table, puis une boutique, un magasin, puis ils voyagent en Chine. Je pense que la vie, tout est une question d'étapes. Maintenant, ceux qui disent qu'il n'y a pas d'opportunité, malheureusement, je dirais juste que ce sont soit des ignorants, excusez-moi d'être direct, soit ce sont des gens qui ne savent pas, sans forcément que ce soit une chose volontaire, ou bien ce sont des gens aveugles. Parce que il y a tellement de problèmes ici. Quand ils ne savent pas, où doivent-ils aller chercher l'information? Déjà, je crois, s'ils ont Internet, pour moi, c'est le premier endroit. YouTube, au lieu d'aller sur Internet pour s'amuser, allons sur Internet pour apprendre. Je le prends à titre d'exemple moi-même, c'est ce que je fais, j'essaie de faire tout le temps. Si ce n'est pas Internet, ils n'ont pas Internet, ils peuvent demander dans leur environnement immédiat. Si leur environnement immédiat ne permet pas d'y répondre, ils peuvent sortir de cet environnement. Par exemple, je suis à Dakar, je vais à Ziguinchor. Je suis à Dakar, je vais à Saint-Louis. Il faut, quand Einstein dit qu'on ne peut pas faire la même chose tout le temps et attendre des résultats différents. Je crois que l'intelligence voudrait d'essayer des choses différentes. Parce qu'on préfère quoi? On préfère essayer ou bien rester dans notre état et attendre que tout se passe. Je pense que... Et à la fin, l'être humain n'est que le résultat de la somme des contraintes ou bien de son environnement. Autrement dit, si vous êtes dans un environnement qui vous contraint à sortir et à travailler, vous allez travailler. En France, si vous ne travaillez pas, vous ne vivez tout simplement pas. Donc, je pense qu'il faut arriver à créer ce genre de système. Je ne vais pas dire très capitaliste, mais très autodéterminant pour les individus.
Beaucoup de jeunes, on en compte combien à peu près? On dit tout le temps 70% de jeunes sénégalais. Nos statistiques, d'après nos discussions, 70% des jeunes diplômés ont du mal à trouver de l'emploi. 90% des jeunes en cours d'études ont du mal à trouver un stage. Et on parle de l'ordre de 250 000 jeunes qui cherchent chaque année des opportunités d'insertion. Et qui ne trouvent pas. Et qui ont du mal à en trouver. Et que doivent faire les entreprises aussi pour basculer la tendance? Je pense que les entreprises doivent investir dans l'accompagnement des jeunes et la formation parce que je crois qu'elles n'ont pas le choix. Aujourd'hui, je rencontre des entreprises qui ont du mal à recruter. Beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter. Et qu'est-ce qui peut l'expliquer? Parce qu'elles n'investissent pas dans la formation. Elles n'investissent pas dans l'accompagnement. Au lieu de, elles ne sont pas assez dans le futur. J'ai besoin de tel profil dans 2 ans. Ce n'est pas dans 2 ans que je dois commencer à le chercher. Je dois commencer à le chercher dès à présent. Et nous, c'est un peu notre arme secrète dans la mesure où chaque fois qu'on a besoin d'un profil, 80% du temps, on arrive à en trouver parce qu'on les forme. On les forme tout le temps. Et c'est pour ça que la formation, l'accompagnement fait partie intégrante de notre modèle économique. Ça explique aussi pourquoi les jeunes ne durent pas dans les entreprises aujourd'hui. Ça, c'est un autre problème qui est, je pense, lié au digital. Oui, ça, c'est un problème mondial. La génération X, Y, Z, qui a une tendance à être très vite s'ennuyer parce que voilà, ils sont au contact des nouvelles technologies, les choses vont vite, donc ils ont envie que les choses aillent vite dans leur vraie vie. Et ça crée, je pense, de l'impatience ou bien une certaine difficulté du point de vue de l'employeur à les satisfaire. Je connais bon nombre d'entreprises qui ont du mal à recruter, mais aussi je connais des entreprises qui ont du mal à garder les talents. C'est une guerre mondiale et il faut développer des stratégies, il faut s'accompagner des bonnes personnes et il faut investir en elles. Quelle perspective voyez-vous, vous, sur le court terme, sur le moyen terme ici? Toujours pour l'emploi des jeunes, toujours pour je pense que les opportunités qu'ils peuvent avoir? Je pense que le système d'alternance va se développer de plus en plus, comme ça a été le cas en Allemagne, en Suisse ou même en France. L'alternance, pour ceux qui ne savent pas, c'est le modèle de formation où, pendant que vous vous formez, vous travaillez pour une entreprise. Et cette entreprise finance votre formation et vous donne de l'argent en plus. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer, on le voit déjà. Et nous, en tout cas, on a cette demande-là. Dans un deuxième temps, de plus en plus d'entreprises occidentales ou mondiales vont s'installer au Sénégal et vont recruter des gens localement. On a des exemples au Sénégal qui recrutent des centaines, voire des milliers de personnes. Et la troisième et dernière tendance, c'est le fait de travailler, ce qu'on appelle le remote work, le fait de travailler à distance pour des entreprises dans le monde entier. Donc je pense qu'il y a matière à faire, il faut juste accepter de se lever et de démarrer. Quel conseil encore donnez-vous aux jeunes? Auto-formez-vous, formez-vous, apprenez, patientez, priez, travaillez et ne désespérez pas, Dieu est grand. Dieu est grand. Monsieur Diallo, quant à l'insertion aujourd'hui dans le monde professionnel, comment ça se passe? Quelles sont les différentes étapes pour le jeune qui vient demander de l'emploi? Ouais. Aujourd'hui, déjà, il faut comprendre quelle est la réalité du marché. Les entreprises qui recherchent des personnes, souvent recherchent des personnes très expérimentées, des seniors qui ont 3 ans, 5 ans d'expérience. Souvent, les gens se plaignent de ça dans les réseaux sociaux. Maintenant, si on regarde l'autre côté de la pièce, pour avoir 3 ans, 5 ans d'expérience, il faut commencer au bas de l'échelle, entre guillemets. Soit vous auto-entreprenez dans votre vie personnelle, vous développez des sites web si vous êtes développeur, bien vous faites des choses à titre personnel pour des associations et vous développez une expérience à votre niveau. Ça, c'est la première étape. Et souvent, cette étape-là, entre guillemets, elle est absorbée normalement par les écoles. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Les écoles sont malheureusement souvent très théoriques. Et voilà, ça, on pourra y revenir. Deuxième étape, quand vous avez emmagasiné un certain niveau d'expérience, vous allez chercher de l'expérience dans les entreprises, si possible, ou bien avec des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, avec le Covid qui est venu, la tendance de télétravailler est de plus en plus présente. Vous pouvez travailler pour des entreprises ou avec des entreprises en ligne. Une fois que vous commencez à gagner de l'expérience avec ça, maintenant vous pouvez postuler soit pour travailler avec un certain niveau d'expérience 2-3 ans, ou bien vous vous positionnez comme un consultant, ou bien en français comme en anglais, excusez-moi, comme un freelance. Donc je pense que c'est ça. Mais in fine, il faut savoir que, le marché des consultants n'est pas encore aussi mature que dans certains pays, que ce soit en France, aux États-Unis, en Inde. Donc il faut pas se leurrer, je crois, parce qu'il faut que le marché soit tellement grand que le consultant, il arrive à générer assez rapidement son revenu annuel. C'est ça qui lui permet d'être consultant. Ce n'est pas le même type de modèle économique. Maintenant, une fois qu'on est dans une entreprise, je pense qu'il est important que les dirigeants
prennent bien en compte les changements sociaux ou psychologiques qui sont en train d'avoir lieu, notamment vis-à-vis des jeunes, afin de les accompagner et de ne plus être un simple dirigeant ou un simple manager, mais d'être carrément un leader qui va permettre de les retenir. Et enfin, une dernière chose qu'on oublie souvent, c'est quand on prend une personne dans son entreprise, de continuer à la former. C'est ce qu'on appelle la formation continue. Et dans certains pays développés, il y a des quotas d'heures obligatoires à faire chaque année. Et je pense que ce sont des choses qui serviraient à tout le monde, à l'écosystème de manière générale. Voilà. D'accord. Et encore plus bas, l'étudiant ou l'élève, le lycéen qui sort tout juste avec son bac, il n'existe pas de pôle emploi ici au Sénégal. Est-ce qu'il existe un tremplin si vous voulez directement, hormis aller envoyer son CV dans l'entreprise? Si, en fait, il y a des organisations. Est-ce qu'il y a des organisations qui puissent aujourd'hui les coacher, ne serait-ce que pour faire un bon CV, et les orienter et peut-être pouvoir créer avec eux une bonne demande, en fait, pour se prévaloir toutes les chances de pouvoir entrer? Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes, d'abord individuelles, qui essaient d'accompagner les jeunes à mieux se présenter en public, à avoir un meilleur CV, ainsi de suite. Après, il y a de plus en plus aussi d'organisations, même d'associations qui le font. Mais là, au niveau étatique, quand même, une chose intéressante qui a été mise en place, c'est le pôle emploi, qui est présent dans les espaces Sénégal Service. Il y en a à peu près 46 dans le territoire sénégalais, dans chaque département. Ça dépend de l'entité Sénégal Numérique SA, entre guillemets. Mais ce pôle emploi, ce qui est intéressant, c'est que ça regroupe 3 entités. Ça regroupe l'ANPEJ, si je me trompe, le 3FPT et l'ADER. L'ANPEJ, c'est l'Agence nationale pour les jeunes, voilà, qui les aide à vraiment se préparer à l'emploi, à trouver un emploi. Le 3FPT vient avant l'ANPEJ. Ça permet de financer des formations professionnelles des jeunes. Et ce sont des budgets de plusieurs milliards. Donc, il y a de l'argent que les entreprises donnent au 3FPT, entre guillemets, pour que les jeunes soient formés techniquement et professionnellement. Et enfin, ceux qui ne veulent pas travailler, il y a l'ADER. Donc, si vous voulez, travailler pour quelqu'un, il y a l'ADER qui peut financer vos projets. Mais si vous voulez vraiment, si vous n'avez pas d'information ou si vous voulez faire une formation, allez au pôle emploi de votre département. Il y en a à Dakar, à Colobane, à Rufisque, voilà, par exemple, il y en a à Thiès, et le suivi est aussi bien fait qu'ailleurs, à l'étranger? Je ne vais pas qualifier pour le moment parce que c'est tout nouveau. Pour beaucoup d'organismes dans l'État, ça prend du temps. Donc, il ne faut pas être impatient. Il ne faut pas être pressé non plus. Mais pour certains, en tout cas, on voit qu'il y a de l'impact. Et il y a même le rapport du 3FPT, par exemple, publié dans le site web pour l'année 2021. Et on se rend compte qu'il y a certaines zones où il n'y a pas beaucoup de demandes de formation, et ça, la conséquence, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de financement de formation. Parce que je crois que le départ, c'est ça. C'est de se former. Et quand on se forme, ça ouvre nos yeux. Là, on a, par exemple, si vous prenez un technicien froid, celui qui change les climatiseurs, par prestation, il touche entre 5 000 francs et 10 000 francs CFA minimum. S'il en fait 3, voire 5 par jour, ben, il s'en sort le mois. Et moi, personnellement, je vois ce genre de besoin dans beaucoup de secteurs. Et des gens sérieux. Encore une fois, il nous faut des gens travailleurs, professionnels, mais sérieux. On en a besoin. Et patients, je rajouterais. Les jeunes ne sont sont impatients, en fait. Tout à fait. Et je pense avec votre expérience, vous pouvez aujourd'hui témoigner du fait que faut que ça aille étape par étape, en fait, pour arriver à un certain niveau. Surtout quand on entreprend, les moyens qu'il faut, l'information qu'il faut, et entre autres. Tout à fait. Tout à fait. Après, j'aimerais peut-être mesurer un peu le mot patience. Ça ne veut pas dire de rester sur un truc qui ne marche pas pendant 5 ans. Ça veut dire, je crois, que vous définissez ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller, mais de ne pas se dire que ça peut se faire en un jour. Parce que le monde, comme on le sait, ne s'est pas fait ou ne s'est pas créé en un jour. Parfois, il y a des gens qui sont sur une voie, ça ne les arrange pas, parce que socialement, c'est compliqué, ils ont des charges, etc., etc. Donc, il faut aussi comprendre sa réalité et puis comprendre la réalité extérieure et essayer de faire un matching ou bien un compromis entre les deux. Un futur meilleur, un futur plus difficile, vous croyez en quoi? Moi, je crois que l'Afrique va se développer, c'est sûr, parce que le monde n'a plus le choix aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'entreprises américaines, européennes, asiatiques qui sont en train de s'implanter et de faire des choses extraordinaires qu'on ne pensait pas vraiment possible nous. Donc l'Afrique va se développer. La question, c'est qui va en profiter, qui va développer ce continent. Et moi, je veux faire partie de l'aventure. Donc je suis pour un futur optimiste, radieux et encore une fois positif. Après, il
il y a la loi de l'attraction, il y a la loi de la vibration dont on parle. Vous voyez ce que vous pensez, donc pensons positif. Je vous appelle donc à embarquer avec vous ces jeunes à croire à un avenir meilleur. Inch'Allah. Donc en tout cas, merci beaucoup. Votre mot de la fin avant de nous quitter. Merci pour cette invitation, merci aux téléspectateurs, merci à l'équipe Label TV pour ce contenu de qualité, il nous en faut plus. Je pense que ça va me donner encore envie de regarder la télé, que ce soit en ligne ou dans la vraie télé. Mais continuons à travailler, continuons à être optimiste, à prier, à travailler, à apprendre et à oser. Avec ça, je pense que un avenir meilleur pour nous et nos enfants et nos petits-enfants sera garanti. Merci. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci, Mme Lo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre tête-à-tête et une autre thématique. En attendant, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur notre chaîne, sur la TNT 27, sur la TV d'Orange 37 et sur toute notre plateforme digitale sur le site www.labeltelevision.com. À très vite.